aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi? Pourquoi ils font ce qu'ils font? On est revenu à un discours productiviste de sacralisation du travail qui est nécessaire justement pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Génération, self-made men, etc., etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Les gens ont tendance à dire que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast du CESA, le cercle de sociologie et d'anthropologie de l'ULB. Aujourd'hui, on va parler du travail, mais d'abord, on va faire un petit tour de table pour que tout le monde puisse se présenter. Salut, moi c'est Lily, je suis étudiante en anthropologie en 3e année de bachelier. Mon expérience avec le travail, c'était quand, après mes secondaires, j'ai fait une année où j'ai un peu travaillé. J'ai travaillé dans un entrepôt de transition de vêtements. Bonjour, moi c'est Emma. Je fais mon bachelier en sciences humaines et sociales et me suis dirigée vers un master en sciences du développement. Mon expérience avec le travail concerne surtout le travail étudiant dans le domaine de l'ORECA et de l'événementiel. Moi c'est Sarah, j'ai aussi fait mon bachelier en sciences humaines et sociales et aussi choisi le master en sciences du développement. Mon expérience avec le travail, c'est principalement du travail étudiant dans l'ORECA et dans la vente et du travail bénévole aussi. Salut tout le monde, moi c'est Guillaume et je suis en 3e année de bachelier en anthropologie à l'ULB. Et maintenant je suis étudiant à temps plein, mais quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans l'ORECA aussi. Et moi, c'est Nicolas, je suis en 3e année de sociologie et j'ai travaillé pendant 2 ans en temps plein après mes études d'informatique avant de reprendre la sociologie. Comme annoncé, aujourd'hui nous allons parler du travail. Le travail est central dans nos sociétés modernes. Il porte en lui des affects contradictoires, parfois considérés comme un moyen d'émancipation et d'inclusion sociale, parfois subi comme une fatalité ou un moyen d'exploitation. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme du travail? Quels sont les rapports sociaux au travail? Quelles sont les évolutions contemporaines du travail et des conditions de travail? Ces questions ne sont pas anodines parce que la façon dont on y répond résulte de rapports de force et construit une certaine vision du monde, du travail et des travailleurs. Il n'existe pas de définition consensuelle du travail à proprement parler, puisqu'il s'agit d'un terme qui prend une signification différente dans chaque champ dans lequel il est mobilisé. Tantôt activité existentielle à l'activité humaine, voire propre de notre espèce, tantôt activité créatrice ou encore activité créatrice d'une plus-value monétisable. Nous explorerons le travail dans la multiplicité de ses acceptions et pour ce faire, nous présenterons chacune des courtes chroniques qu'on accompagnera de nos expériences personnelles et de discussions plus informelles. Alors, je vais commencer avec ma chronique et je vais vous parler des bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs à la con, littéralement, qui est un concept développé par l'anthropologue américain David Graeber, décédé jeune en 2020. Alors, Graeber part de la prédiction de l'économiste britannique Keynes, qui déclarait dans les années 30 que les habitants des pays riches et industrialisés ne travailleront plus qu'environ 15 heures par semaine d'ici la fin du XXe siècle, grâce à l'automatisation qui remplacerait les humains pour effectuer les tâches pénibles, ce qui augmenterait la productivité et qui laisserait à tous plus de temps libre. Seulement, quand Graeber écrit les bullshit jobs entre 2013 et 2018, eh bien, il remarque que la prophétie de Keynes, eh bien, elle ne s'est pas réalisée. En fait, on travaille tous plus d'heures que dans les années 30-40, alors que les gains de productivité ont augmenté de manière beaucoup plus importante que ce que Keynes avait imaginé. Donc, on pourrait se dire qu'on a fait le choix, en tant que société, de travailler tout autant, voire plus, mais pour avoir une meilleure qualité de vie, où l'on consommerait plus de biens et plus de services, à la place d'avoir plus de temps libre. Alors, c'est en partie vrai, parce qu'on consomme de fait beaucoup plus qu'avant. En revanche, la proportion de la population qui travaillait dans les années 30 dans des secteurs et dans des professions qui sont maintenant automatisées ou délocalisées, eh bien, ne s'est pas entièrement transformée en
en vendeur de chaussures, restaurateur, en journaliste sportif ou en opticien. Et donc, Graeber postule que la plupart des gens dans les pays riches et industrialisés d'Occident font des bullshit jobs, c'est-à-dire des métiers qui, de 1, font subir une souffrance psychologique à celles et ceux qui les exercent parce que ces professions n'ont pas de sens, et de 2, ce sont des métiers tendanciellement inutiles, dans la mesure où si la profession disparaissait, ça ne changerait presque rien au bon fonctionnement de la société, voire même que, en fait, ce serait bénéfique pour tout le monde. À ce titre, on imagine bien le chaos dans lequel serait plongée la société si les infirmières, les garagistes, les éboueurs ou les pompiers disparaissaient, mais il est bien plus difficile d'évaluer l'effet de la suppression du métier de consultant, de data analyst, de démarcheur ou encore du secteur du marketing en entier. Et du coup, en parlant de bullshit job, moi ça m'inspire pas mal parce que je pense que j'en ai fait un en fait pendant les 2 ans où j'ai travaillé après mes études d'informatique. Et concrètement, c'est vrai que je travaillais 2 heures par jour et j'avais du mal à trouver du sens dans ce que je faisais. Et puis on m'a jamais fait de remarques ou quoi que ce soit. Et c'est un peu de là aussi qu'est parti un certain questionnement sur le monde du travail. Et du coup, je me demande pourquoi ça existe, quoi. Bien, c'est vrai que là, tu soulèves un problème qui sous-tend une contradiction interne à notre système capitaliste contemporain, qui est comment ça se fait que le capitalisme, qui cherche avant tout à maximiser les profits et donc à limiter les coûts, est aujourd'hui caractérisé par l'embauchement de milliers de personnes dont le métier ne sert à rien et ne produit pas réellement de valeur ou de plus-value. Eh bien, Graeber explique que pour que ce système capitaliste, basé en grande partie sur l'exploitation des travailleurs du monde entier et sur l'accaparement de la plus-value par une élite économique, eh bien, il vaut mieux occuper les gens, en fait. Leur faire un job qui n'a aucun sens et qui, en plus, leur cause une souffrance psychologique à cause de cela. Parce que si les gens étaient plus heureux et avaient plus de temps libre, les conditions seraient réunies pour qu'ils puissent penser à leurs conditions de travail, à la répartition inégale des ressources et à la dépossession des fruits de leur travail. Ce qui conduirait inévitablement à une révolution qui signerait la fin de l'ordre économique mondial actuel. Donc les bullshit jobs sont en quelque sorte le prix à payer pour faire vivre ce capitalisme tardif. Mais alors, pourquoi les gens acceptent de faire un bullshit jobs ? Par quels moyens ça tient ? Eh bien, il y a plusieurs stratégies ou phénomènes qui contribuent à ce que les gens acceptent de faire un bullshit job. D'abord, le travail est quelque chose de valorisé dans nos sociétés. Et ça ne va pas du tout de soi. D'ailleurs, l'étymologie la plus largement acceptée du mot travail, ça vient du latin tripalium, qui désigne un instrument de torture qui servait à punir les esclaves. Donc le travail renvoie historiquement à un tourment psychologique et à une souffrance physique. Et à l'Antiquité, c'était considéré comme une tâche basse réservée aux esclaves. De nos jours, en revanche, le travail est hyper valorisé et considéré comme une fin en soi, au point où le travail est lui-même érigé en valeur, ce qu'on appelle la fameuse valeur travail. Et donc, ça pose question de faire du travail une fin en soi, plutôt qu'un moyen pour assurer une existence souhaitable. Et ça contribue sans doute à la perte de sens vécue au travail. Et avec la survalorisation du travail, vient la dévalorisation du temps libre et du loisir, car ces moments sont pensés comme improductifs, comme un rejet de la valeur travaillée. La preuve en est que tous les inactifs, c'est-à-dire les chômeurs, les malades, les étudiants ou les pensionnés, sont souvent présentés dans les médias ou par des politiciens, par exemple, comme des poids pour la société, qui vivent aux dépens des actifs. Si on revient à nouveau à l'Antiquité, bien les gens nobles, les citoyens, ne travaillaient pas. Ils n'avaient que du temps libre. Parce que dans la mesure où la politique ou la justice était considérée pas comme du travail, mais comme du temps libre, justement. Et donc, si la démocratie a pu naître à l'Antiquité grecque ou romaine, et ce, uniquement pour les citoyens,
C'est justement parce que ceux-ci avaient du temps libre qui leur permettait de penser à l'état de la société et à imaginer une société souhaitable. La dévalorisation et la diminution du temps libre est, du moins pour moi, un réel danger pour la démocratie, puisque les conditions ne sont plus réunies pour qu'on puisse penser la société qu'on veut. Et enfin, le fait que les gens acceptent en fait leur bullshit job et ne cherchent pas à renverser ce système est explicable, selon Graeber, par une sorte de tour de passe-passe en fait, réalisé par les dirigeants de l'organisation du travail, qui est une certaine élite politique et économique que Graeber définit pas réellement. Et donc, ce tour de passe-passe permet de diriger toute la frustration ressentie par les gens qui font un bullshit job vers non pas les responsables de leur situation professionnelle, mais bien vers celles et ceux qui ont le privilège, entre guillemets, de faire un métier qui est utile et qui a du sens. La preuve en est que la grande majorité des métiers les plus essentiels à la société sont les moins bien rémunérés, les moins bien considérés et les plus dévalorisés. Ainsi, le métier d'infirmier ou d'infirmière est nettement moins bien payé que celui du médecin, alors qu'il est difficile d'affirmer qu'il ou elle exerce un travail plus facile ou moins pénible. Et du coup, moi, j'aimerais peut-être aussi ajouter peut-être d'autres éléments de réponse à la théorie des bullshit jobs. En fait, moi, quand j'ai accepté mon bullshit job et que je suis resté dedans, il y avait aussi une question de stabilité, de facilité, de se dire finalement je gagne 2000 € par mois, je ne fais rien tous les jours. Et quand j'en parlais aux gens et que je m'en plaignais parfois, les gens me disaient mais en fait c'est le rêve, tout le monde voudrait travailler 12 heures par jour et rien faire le reste de la journée. Et donc en fait il y a un peu cette double contradiction de se dire bon ok je fais rien, mais en même temps c'est facile, il y a des gens qui font des métiers pénibles physiquement. Et donc voilà, on sent un peu pas légitime quoi. Et par ailleurs, il y a quand même aussi le fait de devoir essayer de trouver autre chose qui fait du sens. Et parfois, on se demande est-ce que ça existe vraiment ou en tout cas, les métiers qui font du sens sont pénibles souvent, d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, il y a aussi ça qui entre en compte à mon avis. En plus des bénéfices, voilà. Ouais, totalement. La voiture et tout quoi. Moi, j'ai travaillé dans un entrepôt. Et c'est une forme de travail qui a une utilité, dans le sens utilité sociale, où des gens doivent aller acheter des vêtements pour se vêtir, mais où il n'y a pas forcément de sens par rapport aux travailleurs eux-mêmes. Du coup, moi, j'y trouvais pas beaucoup de sens, en tout cas. Quand on parle de travail, on se dit que c'est une notion qui va de soi, que c'est un moyen de subvenir à ses besoins, que c'est une nécessité, en fait. Mais on n'a jamais appris à le remettre en question. Pourtant, il serait temps de comprendre ce qu'il représente, et j'espère qu'on arrivera à vous donner quelques clés de compréhension via les témoignages de nos expériences respectives dans ce podcast. Mon expérience en tant qu'ouvrière dans un entrepôt illustre bien ce que Marx appelait l'exploitation et l'aliénation au travail. Donc, dans une journée au travail, le bus démarrait à 7h tous les matins. Par manque de place, certains malchanceux passaient 1 heure de trajet debout. Ça, c'était pour l'aller et le retour. Une fois qu'on arrivait, on devait se dépêcher à ranger nos affaires dans nos casiers. Il était formellement interdit de garder son téléphone avec soi toute la journée. Donc on enfilait nos vestes de travail, on scannait notre badge et on consultait la feuille du jour qui nous assignait à une section, une zone de l'entrepôt. Il y avait à peu près entre 5 et 7 zones différentes qui étaient réservées à des marques de vêtements différentes. Donc chaque jour, on nous changeait de zone pour ne jamais travailler avec les mêmes personnes. Mais les chefs de section ne bougeaient jamais de ces zones-là. La hiérarchie était plutôt claire. En bas, il y a les travailleurs à veste verte, souvent francophones, qui exécutaient des tâches répétitives, pendant que des chefs flamands à veste noire surveillaient, donnaient des ordres et évaluaient les travailleurs. Et puis tout en haut, on retrouvait l'administration, qui portait des vestes rouges, qui nous étaient invisibles. Quand on les croisait, on ne pouvait pas leur parler, mais eux venaient nous observer et noter des trucs sur nous, mais on ne savait pas tellement ce qui se passait. Donc l'organisation du travail en entrepôt est un exemple frappant de la division du travail.
On effectue des tâches mécaniques, isolées, sans jamais comprendre l'utilité de nos gestes. Chaque geste est calculé, surveillé, répété encore et encore. On n'a pas de possibilité de créer de liens. On nous interdit de parler pendant les heures de travail à nos collègues, sauf pour les choses pratico-pratiques, quoi. Passe-moi du scotch ou des choses ainsi. Et on nous change d'équipe chaque jour, empêchant toute forme de solidarité. Même pendant la pause de 30 minutes le midi, les places sont implicitement assignées. Il y avait la table des chefs, c'était une table intouchable où on n'avait vraiment pas le droit de s'y asseoir. Celle des anciens, c'est des personnes qui sont travailleurs là depuis un certain temps et qui bénéficient d'un semblant de sécurité. Et puis il y a les autres, nous, enfin moi j'en faisais partie, les travailleurs interchangeables et beaucoup plus précaires. Un des aspects de ce job présenté comme positif, c'est la flexibilité des horaires. On te dit que tu peux choisir tes jours de travail et de repos. Là derrière se cache un élément important de précarisation, c'est le contrat à la journée. Donc effectivement, chaque semaine, il nous est demandé d'indiquer les jours où nous souhaitons travailler. Et en général, on indique la totalité de la semaine, quoi. Mais c'est libre à eux de nous contacter ou non. Ainsi, il est possible de ne pas se faire contacter pendant un moment de creux de production, d'une semaine ou deux, ou de ne jamais se refaire contacter après soit une faute au travail, ou bien une mauvaise appréciation d'un chef de section. Mais on n'a jamais d'explication vraiment derrière, on n'a pas de renvoi clair, c'est juste qu'on n'est pas recontacté. Avec ces contrats à la journée, les travailleuses sont dans une insécurité constante qui les pousse à accepter des conditions dégradantes, à toujours faire plus sans se plaindre, dans l'espoir d'être appelées le lendemain. Ce système va encore plus loin, il nous pousse à nous surveiller les uns les autres. Il n'y a pas de caméra partout, mais un contrôle mutuel bien plus efficace. Si tu veux t'assurer une sécurité vis-à-vis de ta position, il est dans ton intérêt de signaler les erreurs des autres, de montrer que tu es plus efficace, plus fiable. Les chefs récompensent ces travailleuses en leur donnant des tâches comportant un peu plus de responsabilité, qui leur donnent un petit peu plus de pouvoir sur les autres, mais jamais assez que pour brouiller les frontières entre leur position et la nôtre. Mais juste ce qu'il faut pour laisser miroiter une possible ascension hiérarchique qui, spoiler, n'est jamais arrivée et n'arrivera jamais. Donc on t'encourage subtilement à participer à ton propre asservissement, à intégrer ces règles qui nous divisent et nous empêchent de nous organiser. Finalement, ce travail nous dépossède, non seulement de notre énergie, de notre temps, mais aussi de notre humanité. On n'est plus que des numéros sur une liste, des pions interchangeables dans une mécanique qui tourne et tournera même sans nous. Voilà ce qu'est le travail en entrepôt. Je pense que c'est plutôt similaire à pas mal d'autres types de boulots ouvriers. Et c'est un engrenage où exploitation, aliénation et division du travail s'entremêlent, rendant chacun remplaçable, isolé et vulnérable. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme témoignage parce qu'il y a un peu aussi cette idée que le travail ouvrier ou qui s'y assimile a disparu dans nos sociétés. Et donc c'est quand même intéressant de savoir que ça se fait encore et qu'il y a encore ce genre d'organisation du travail aliénante et où l'exploitation est assez visible, quoi. Ouais, où justement on peut dire que les théories marxistes n'ont plus tellement de sens maintenant parce qu'on n'entend plus travail ouvrier comme c'était le cas au XIXe siècle. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on invisibilise beaucoup de travailleurs précaires, en tout cas des ouvriers, qui sont plus majoritaires dans la société. Mais justement, maintenant, c'est intéressant de reprendre ces notions-là, peut-être aussi par rapport aux bullshit jobs, comme on vient de parler avant, ou pour d'autres choses dont on va parler après. Oui, c'est ça, c'est des analyses qui restent pertinentes, même s'il y a des changements. Il y a des changements de statut, peut-être, des travailleurs, en tout cas. Je voulais juste rajouter un truc avant, c'est qu'on peut parler aussi de l'infantilisation des travailleurs ouvriers. Par exemple, le fait de payer leur salaire en 2 fois, et pas de le payer une fois à la fin du mois. Donc ils reçoivent une partie le 15 et une partie le 30 ou le 31. Parce que les patrons considèrent que si on leur donne tout à la fin du mois, mais en fait, ils ne savent pas gérer leur argent pour le mois suivant et ils finiront à ne pas savoir manger, quoi. Ouais, totalement. Ouais, et ça se
Ouais, il y a plein de petites choses, comme tu dis, infantilisantes, où moi je me rappelle que en sortant du travail, on vérifiait nos sacs pour voir si on n'avait rien piqué. On peut pas avoir notre téléphone sur nous parce que on considère qu'on va être beaucoup moins efficace, qu'on va vouloir vérifier tout le temps notre téléphone et aller sur TikTok ou Instagram pendant notre travail. Du coup, il serre la bride, mais en disant, de toute façon, ces travailleurs-là, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour s'autocontrôler, quoi. Ça me fait penser aussi à un texte de Burawoy qui était trop bien. Lu en première, oui. Qui s'appelle Labor Process as a Game, je crois. Donc le jeu en process de production. Ouais, c'est ça. Et donc, qui expliquait que, en fait, comment font les ouvriers dans ce genre de travail à la chaîne, qui est totalement aliénant. Comment est-ce qu'ils font en fait, pour supporter leur quotidien. Et donc, c'est un texte qui mettait en lumière que ils développent toute une série de stratégies pour voir leur travail un petit peu comme un jeu, comme une sorte de... Oui, c'est ça, des jeux avec des objectifs et des règles. Monopoly ou quoi, oui, compétition, c'est ça. Non, mais c'est intéressant et je voulais en parler, mais j'ai pas eu le temps. Maintenant, on va passer une petite musique, on va faire une petite pause musicale avant de passer à la deuxième partie de ce podcast. Donc, depuis une dizaine d'années, on observe l'arrivée de l'ubérisation, des économies de plateforme. Ça a commencé avec Uber, qui est arrivé en 2014, d'abord pour ses services de taxi, et puis ensuite suivi par Airbnb, Takeaway, Deliveroo, Uber Eats, etc. Ces plateformes peuvent se démocratiser grâce à l'ère numérique dans laquelle on se trouve. Elles fonctionnent toutes via des applications et mettent en lien direct les clients, les clientes et les prestataires de services. Exemple avec Uber, si j'ai besoin de me rendre d'un point A à un point B, j'ouvre l'application, je fais ma demande et quelqu'un y répondra, viendra me chercher et ira me déposer à l'endroit demandé. Ces plateformes jouent avec le flou juridique existant et se sont imposées malgré leur illégalité initiale. Les personnes qui travaillent pour ces plateformes n'ont pas de contrat de travail et n'ont pas accès à la protection sociale. Leur statut n'est même pas totalement défini entre salariés et indépendants. Il y a quand même une forme de subordination, là où la travailleuse dépend de la plateforme pour être payée. C'est aussi la plateforme qui décide des prix et elle peut avoir une influence sur certaines choses. Si par exemple un travailleur a de trop mauvaises notes, elle peut décider de l'évincer et le travailleur n'aura plus accès à la plateforme et donc à son revenu. Mais c'est quand même le travailleur qui décide de ses horaires, de quand et combien de temps il travaille, ce qui se rapproche du statut d'indépendant. Le flou sur le statut du travailleur permet à ce genre d'activité d'être exercé peu importe la personne. Certains sans-papiers arrivent à s'en sortir économiquement grâce à ça, mais pour en sortir un revenu convenable, il faut faire énormément d'heures, parfois le soir ou la nuit, sans toucher de prime sur le travail de nuit, bien que maintenant il va disparaître, merci l'Arizona. Et aussi sans être protégé pour les accidents de travail. Les revenus sont versés à la tâche, donc à la livraison de nourriture ou à la course de taxi. Donc ils sont assez faibles et très dépendants de la demande, donc assez instables. Il y a aussi une forte compétitivité entre travailleuses. C'est au premier qui acceptera la demande du client que reviendra le travail et donc le revenu. L'ubérisation, c'est aussi une menace pour les acteurs historiques, comme les hôtels, les taxis. Les règles qu'ils doivent respecter ne sont pas les mêmes. Certains parlent de concurrence déloyale. Par exemple, les logements loués sur Airbnb ne doivent pas respecter certaines normes d'hygiène et d'accessibilité auxquelles sont soumis les hôtels, par exemple. C'est un travail invisibilisant, on ne sait pas par qui on est livré, conduit ou accueilli, et souvent ça n'a même pas d'importance. C'est un moyen pour la classe moyenne d'accéder à des services nouveaux, dont on n'avait pas particulièrement besoin avant, mais l'offre a créé la demande. C'est aussi un moyen pour la classe moyenne d'exploiter ceux qui sont en dessous d'eux.
D'ailleurs, voilà, tu viens de dire un moyen d'exploiter ceux qui sont en dessous d'eux. Et moi, je me souviens avoir été témoin d'une scène totalement lunaire où j'étais chez des gens et qui sont une famille un petit peu bourgeoise ou quoi. Et il drachait, mais enfin, il pleuvait vraiment hyper fort et c'était le soir comme ça. Et ces gens étaient en train de cuisiner et ils se rendent compte qu'ils ont oublié le fromage râpé. Et il y a un supermarché à 50 mètres en bas de la rue, mais il fait vraiment infâme dehors. Et donc, ils ont fait venir un gars à vélo, Mais non. Uber Eats ou Takeaway, je ne sais quoi, pour passer à la supérette et faire venir 50 mètres un bloc de parmesan qu'ils ont payé 20 balles, quoi. Donc, ça, c'est quand même... Oui, c'est ça, ça montre ça m'avait- à quel point ça peut aller loin. Oui, déjà, et l'absurdité et aussi le fait de faire venir quelqu'un à vélo pour pas marcher 50 mètres avec un parapluie. C'est vraiment... ça, c'était quelque chose que je trouvais d'une violence assez forte. Et donc voilà, le format Uber, en fait, eh bien, on remarque que d'un côté, c'est pour les plus privilégiés, c'est un luxe pour eux, enfin, c'est un choix, et un choix qui est permis par une situation d'aisance financière, en fait, pour avoir des caprices, en fait, pas marcher jusqu'au McDo. Et alors que pour d'autres, pour des plus précaires, justement, eh bien, le format Uber se développe justement parce que les gens, on parlait tantôt qu'on avait moins de temps libre, et bien voilà, les gens font des heures, travaillent jusque tard le soir, et après ils rentrent, tout est fermé, ou alors ils n'ont pas le temps de cuisiner, ou pas le temps de faire les courses. Et donc, pour certains, c'est une nécessité qui naît de l'affaiblissement ou du non-respect du droit du travail, du néolibéralisme qui n'a plus aucune limite ou considération. Donc, Et puis dans l'ubérisation, il y a aussi toute cette dimension d'indépendance, de liberté, de dire ok, c'est moi qui fais mon job, qui décide de mes horaires, des trucs comme ça. Donc c'est un peu tout l'aspect Startup Nation qui est cher à certaines personnes. Un peu micro-entrepreneur. Et quoi. c'est ça, et en mode je décide de mon travail, je veux pas être un mouton. Il y a aussi tout cet aspect-là qui est mis en avant pour promouvoir le fait de participer à cette économie de plateforme qui cache tout l'aspect en fait des plateformes et des managers, des responsables, qui sont en fait inexistants ou inaccessibles. Et donc voilà, si on a envie de se plaindre, pas moyen. Donc voilà, Sarah, tu voulais dire quelque chose ? Alors du coup, maintenant j'ai deux choses à dire. Déjà, c'est pour moi une façon de reporter la responsabilité sur les personnes, de dire si un livreur se plaint et dit oui, mais moi j'ai plus de vie, je travaille toute la soirée, de dire oui, d'accord, mais c'était quand même toi qui décides de faire ces horaires-là. Et donc, après c'est tout le propre de la société actuelle. Oui, Pas c'est la vrai. société, mais voilà. Mais aussi, je pense qu'il y a peut-être un lien qui est possible à faire avec de la sociologie de l'alimentation ou je ne sais quoi, mais de se dire qu'on mange peut-être plus mal qu'avant grâce à ça. Grâce à la livraison de nourriture, on prend plus le temps de faire à manger, de manger bien, de savoir ce qu'on bouffe. De savoir ce qu'on mange. Enfin voilà, c'est des questions à se poser. J'ouvre la recherche. Tu ouvres la porte. Mais justement, en parlant d'ubérisation, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont concernés par ça. Et voilà, en fait, moi, ma partie est principalement sur le travail étudiant, donc ça fait un petit lien. Donc voilà, pour le Conseil économique et social, le travail étudiant est vu comme un atout. Il serait un privilège permettant aux étudiants d'acquérir plus d'autonomie et d'expérience professionnelle avant d'être jetés dans le grand bain du marché du travail. Vanessa Pinto, dans un article datant de 2010, voilà, je cite, « L'introduction dans un univers relativement autonome, l'université,
des exigences et des catégories de classement issues du monde économique, notamment par la promotion des savoir-être, ou encore soft skills, plutôt à la mode ces derniers temps, valorisés dans les entreprises. À côté de cet encouragement libéral, on remarque que le travail étudiant est en fait pour beaucoup une question nécessaire, plutôt qu'un privilège préparant l'étudiant-étudiante à ses futurs débouchés. La crise du Covid-19 en est un malheureux exemple. En réponse à ça, le gouvernement belge avait augmenté les heures étudiantes annuelles à 600 pour une durée de 2 ans, donc entre 2023 et 2024, ce qui est donc terminé, provoquant à l'époque un certain clivage dans la communauté étudiante. Car si pour certains cela relevait d'un cadeau, d'autres réfléchissaient aux implications sur les études qui ne devaient évidemment pas être négligées. Selon un rapport de l'agence Randstad datant de 2017, le secteur HoReCa, plus précisément, est le deuxième domaine le plus attractif pour les étudiants-étudiantes avec 19%, après celui du commerce de détail. Malheureusement, au sein de ce secteur se jouent énormément de relations de pouvoir, venant des employeurs, surtout, face à des étudiants souvent peu au courant de leurs droits. Et j'ai personnellement débuté ma relation avec l'HoReCa vers l'âge de 17 ans, et aujourd'hui j'en ai 24 et j'ai toujours un pied dedans. Ce qui m'étonne le plus au jour le jour dans mon job, du coup qui est dans l'événementiel, c'est vraiment ce rapport entre les étudiants et le fonctionnement de certains établissements qui, pour moi, est clairement problématique. Par exemple, on a des horaires imprécis, donc on nous impose souvent de rester plus longtemps, sans qu'on sente trop avoir le choix, ou bien de partir plus tôt que l'horaire qu'on nous avait donné au départ et qui était inscrit dans notre contrat. Donc là, on remarque vraiment qu'il y a déjà une transgression, un non-respect du contrat initial qui a été déjà signé et qui sera modifié par la suite. Tout ça parce que le shift de travail dépend de facteurs extérieurs, de clients qui veulent augmenter la durée de l'événement ou de personnes pour l'HoReCa, la restauration, qui restent à table plus longtemps. Donc c'est quelque chose que je trouve très problématique. Est-ce que je peux caler Ouais, vas-y. le petit truc? Tu parles de contrat initial, mais en fait, c'est quand il y en a, parce qu'il y a quand même beaucoup de jobs dans l'HoReCa qui se font, et je parle pas seulement pour les étudiants d'ailleurs, qui se font sous forme de travail en noir, en fait. Ouais, c'est vrai. On est payé en cash, et on sait quand on arrive, mais on sait pas quand on part, et sur tout ce temps-là, en fait, on n'est pas protégé des accidents de travail qui peuvent arriver comme partout. Ouais. Qui sont très fréquents dans le domaine d'ailleurs. C'est très dangereux au final, l'HoReCa, surtout la restauration, d'autant plus du coup. Ouais, et tu restes parce que on te fait croire à un potentiel contrat bientôt, en te disant que pour l'instant c'est pas le cas, mais ça va bientôt arriver, et on te fait comprendre qu'il faut pas poser la question parce que tu fais perdre du temps au manager ou quoi, qui va des fois te répondre moi pendant X années au départ j'ai pas eu de contrat. Hein. Oui. Ouais, moi c'est exactement ce que j'avais vécu et ce qui m'a fait fuir d'ailleurs le secteur parce que j'ai travaillé dans différents bars ou cafés dans le centre-ville et on me disait exactement ça, ils étaient hyper vagues, c'était vraiment un sujet tabou de dire tiens, est-ce que j'aurai un contrat, combien je serais payé exactement, tout ça, et je voyais que ça les dérangeait, et après j'étais payé un quart de mon salaire en déclaré, et le reste dans une enveloppe. Et il y avait aussi dans l'HoReCa souvent cette dynamique de copain avec les dirigeants ou quoi. Et ce qui fait que cette relation de proximité à tu et à toi, et on boit un verre après une fois que notre horaire est fini, fait qu'il est en fait d'autant plus difficile de venir se plaindre après ou de parler d'argent ou quoi, vu qu'on n'est plus dans une relation professionnelle où je viens pour être payé, mais il y a des affects qui s'y lient, et ça devient directement une question de trahison, on n'en tue pas un ami, voilà. Et donc moi je me souviens avoir été assez mal à l'aise dans ce genre de situation.
Oui, c'est vrai. Moi, ça me rappelle du coup un de mes premiers jobs étudiants dans un bar en campagne. Donc il y avait cette relation de proximité avec le patron. Et ce qui, chez moi, a provoqué un sentiment d'empathie. Parce que du coup, je connaissais la condition du patron, je savais que c'était difficile pour lui, après avoir eu des échanges avec lui évidemment, mais très, très personnel, voire intime des fois, de sa santé, de sa famille, de sa gestion de son établissement qui parfois était très difficile. Et donc je culpabilisais de lui demander, de courir littéralement après lui pour mon contrat, ou pour mes heures, ou pour mon enveloppe en black, ce genre de choses. Donc très très pénible et pas du tout normal, je trouve. Du coup, je reviens peut-être un peu en arrière, mais à ce qui paraît, donc on en a parlé dans notre cours de sociologie du travail, il y a chez les managers une notion qui s'appelle gagner en RH et qui consiste en fait à faire pression sur les employés en leur disant regarde, il n'y a pas beaucoup de clients, donc tu peux rentrer chez toi et revenir un peu plus tard. Ouais. Et en gros, ça c'est une forme de négociation du travail. Parce qu'en fait, ils doivent demander l'accord de l'employé pour pouvoir le faire, sinon t'as ton contrat, donc tu peux rester là sans rien faire. Et en fait, théoriquement, légalement, l'employé a le droit de refuser, donc ça peut marcher 1 ou 2 fois, mais après un moment, on va te faire comprendre que bon, il faut pas se foutre de nous, il faudra bien accepter un moment de se plier à ça. Et donc on demande une flexibilité qui est sanctionnée si on finit par refuser, quoi. Génial. Donc voilà, ça c'était pour ajouter une petite notion. Ok. Ouais, non, c'est clair que c'est pas du tout normal. Et en fait, il y a d'autres problèmes, moi, je trouve, dans ce domaine qu'est l'ORECA. Par exemple, rien que la banalisation des transgressions. Donc moi, j'ai des collègues qui ne réagissent pas par rapport à ça. Bon, j'ai 24 ans, je bosse dans une boîte d'événementiel qui est très accessible via un groupe Facebook où on a juste à rentrer sur le groupe qui n'est même pas privé, à se manifester via un message qui n'est même pas du coup une candidature formelle. Donc on se retrouve avec des collègues très jeunes, parfois qui ont 16-17 ans, et qui ne voient là qu'un revenu. Donc ils vont vraiment banaliser les transgressions, voire même, je trouve ce qui est encore plus risqué et dérangeant, c'est qu'ils se fassent une image du domaine de l'ORECA qui n'est pas du tout normale et qui se base sur ces transgressions. Et donc qui banalise vraiment en se disant c'est comme ça l'ORECA. Donc voilà, ça rentre dans la définition de l'ORECA et à partir de maintenant, je banaliserai toutes ces transgressions futures parce que ça rentre dans ma définition du travail. Ça rentre dans la norme, quoi. Exactement, c'est ça. Et une des raisons de... Tu voulais dire un truc ? Je sais pas si tu changes de sujet. Ouais, j'allais passer à autre chose. Ah, ouais. ok. Je voulais dire que ça existe aussi dans le monde professionnel en général. Ouais. Pas seulement étudiant, mais je sais pas si c'est pertinent du coup. Après, c'est peut-être plus courant dans certains trucs, mais je sais pas. Je sais pas. L'ORECA, c'est quand même connu pour les magouilles et les trucs Ouais. comme ça. Mais après, ouais, c'est clair que ça doit se trouver aussi dans une certaine mesure dans tous les emplois, en fait, finalement. Ouais, et là vraiment, ce que je récolte comme motivation de cette non-réaction quelque part, c'est que ces personnes, ces jeunes, ces adolescents parfois sont motivés principalement par le gain d'argent facile, entre guillemets, et donc ils ne remettent rien en question et se laissent purement exploiter. Donc ici je mets facile entre guillemets parce que je veux absolument pas généraliser l'ORECA à un métier facile puisque c'est loin de l'être. Mais plus peut-être par rapport à ma position personnelle, je trouve que c'est un métier facile parce que c'est des contrats à la journée, donc on peut choisir quand on vient travailler, pour peu qu'on soit pris évidemment, ça de nouveau c'est un autre problème. Mais c'est pas tellement un job pénible parce qu'on peut sociabiliser, on fait des rencontres, donc on peut faire quelque part du réseautage aussi, si on fait les mêmes études, tout ça. Et souvent, ça nous occupe pendant plusieurs heures d'affilée. Donc, clairement, je me suis déjà retrouvée à faire des 200 balles de salaire sur une journée. Alors que parfois, pour d'autres, c'est sur une semaine. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ici, je mettais le gain d'argent facile. Une autre banalisation qui, pour moi, est vraiment problématique, c'est l'abus de certains contrats en termes d'enchaînement d'heures, qui n'est, vu
pas du tout légal, donc pas du tout pris en compte. Donc là, de nouveau, il y a des magouilles sur les contrats. On nous met un shift qui a duré 15 heures, on nous le split en 3 sur 3 jours. Donc on ne touche pas les primes qui sont normalement, qui suivent ça, parce que voilà, les employeurs ne veulent pas qu'on leur coûte plus cher que ce qu'on leur coûte déjà. Mais parfois, c'est vraiment abusé, quoi. Donc on se retrouve dans l'ORECA à travailler parfois le jour, parfois la nuit, mais c'est souvent les deux. Et on parle aussi de coupures, donc c'est des intermittences sur la journée entre, par exemple dans un restaurant, on a le repas du midi, puis on a une coupure l'après-midi parce que le restaurant est fermé, entre guillemets, puis on a de nouveau le repas du soir. Mais pendant ces coupures, parfois il y a des personnes qui doivent rester sur place parce qu'elles n'ont pas le temps de rentrer chez elles, faire une vraie pause. Et ça conduit à parfois du travail gratuit même, donc à quelqu'un qui va rester, qui va faire la vaisselle, ou qui va ranger, ou qui va nettoyer, sans que ce soit forcément compris dans son horaire de travail. Parce que d'un point de vue personnel ou de nouveau solidarité, j'en parle juste après, c'est comme ça nous facilitera le travail pour la suite, quoi. Et donc par rapport à cette solidarité aussi, ça c'est un autre problème, je trouve, c'est que justement, comme le disait Guillaume, je trouve cette relation de proximité qu'on peut avoir ses supérieurs, on l'a d'office avec ses collègues. C'est un domaine, l'ORECA, où on se soutient vraiment les uns les autres. Donc à partir du moment où il y a un ou une collègue qui est absent pour raison de maladie ou quoi que ce soit, on se sent un peu quelque part obligé de venir en aide à cette personne, en tout cas d'assumer le shift, voire parfois de faire le double d'heures que ce qu'on est supposé faire à la base, pour assurer le travail qui doit être fait. Et en ce qui concerne les enchaînements d'heures, du coup, des fois ça explose. Et dans ma boîte d'événementiel, par exemple, le record dépasse les 30 heures d'affilée, parfois avec 30 minutes, 1 heure de repos, de sommeil. Mais c'est quand même inhumain, quoi, et assez violent, je trouve. Donc voilà, et un autre problème aussi, c'est les détails du poste, quoi. Des fois, on se retrouve avec des postes de travail qui sont pas du tout explicités, avec des termes très vagues comme intérimaire ou assistant de, étudiant sur les contrats, et on se retrouve à devoir faire des tâches qui sont parfois super risquées, comme de nouveau dans mon job d'événementiel, on monte des charges très lourdes dans un camion, donc sur un haillon, on doit être plusieurs, on n'a pas forcément tous la force physique de ce genre de tâches, mais on doit le faire, on a un horaire à respecter, et ce camion ensuite il doit être conduit jusqu'à l'endroit de l'événement, de nouveau par des étudiants, où il y a des masses, la masse n'est pas du tout respectée, donc les démarrages en côte, l'enfer, ce genre de choses que je trouve tellement risquées et pas du tout normales, quoi. Ouais, ça sur le danger au travail, on va y revenir un tout petit peu vers la fin. Mais par rapport à la responsabilisation des employés, et la culpabilité qu'on peut ressentir, et tout cet aspect de solidarité et aussi de non-définition des tâches, il y a typiquement beaucoup de travail beaucoup d'emplois qui ont un sens, ou en tout cas où on s'occupe de personnes, typiquement dans le soin. Donc là, quand on préparait le podcast, on pensait particulièrement aux infirmières, en fait. En fait, il y a une partie de leur travail qui repose sur le fait qu'elles se dévouent en fait à faire plus que ce qu'elles devraient, et qu'elles se sacrifient parce qu'elles se disent je peux pas laisser les patients dans cet état-là, ou bien quand on travaille dans un home ou quoi, on a tant de personnes à laver, on a envie de prendre soin des gens, il y a quand même tout un aspect humain qui rentre en compte et qui fait que on se dit normalement je devrais pas le faire, mais je vais le faire quand même parce que c'est pas possible, sinon c'est horrible, je laisse ces personnes dans des conditions désastreuses. Et donc ça fait qu'on fait des heures sup et on compte pas, et même, à ce qui paraît, beaucoup d'infirmières, quand elles rentrent à la maison, elles se sentent très mal parce qu'elles ont l'impression d'avoir fait du mauvais travail. Et donc je pense que c'est assez répandu dans des métiers où justement on est en contact avec des gens et où on peut ressentir une culpabilité de mal faire son travail, quoi. Là, je dirais même que c'est exacerbé parce qu'on parle d'être humain, donc on parle même plus d'un service, de servir un plat ou de présenter un événement, de servir du champagne. C'est clairement s'occuper de
de personnes qui en ont besoin et C'est qui ont besoin des travailleurs, des travailleuses pour être bien, quoi, pour être soignés, etc. Donc, Oui, il y a tout un aspect de dignité humaine, quoi. Et Oui, même de oui, se c'est dire, ça, voilà, c'est c'est ça. pas possible de laisser les gens dans des conditions pareilles. Et justement, comme on parlait de travail du soin, on avait prévu de parler du travail domestique et du travail gratuit effectué essentiellement par les femmes, enfin, vraiment largement par les femmes. Mais malheureusement, notre chroniqueuse est malade pour cette semaine. Margot, on pense à toi. On te fait un gros bisou, Margot. Mais du coup, je pense qu'on va proposer de faire une sorte de capsule, éventuellement, qu'on enregistrera pour quand même aborder cet aspect-ci, mais plus tard. Et peut-être plus en profondeur que ce qui était prévu initialement aussi. Voilà, elle voulait faire un truc de qualité, donc elle voulait pas bâcler le truc non plus. Et donc voilà, on n'abandonne pas du tout cet aspect-là du travail qui est vraiment essentiel. On va pas encore invisibiliser le travail invisible. Voilà, ce serait vraiment dommage de remettre une couche là-dessus. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres trucs à ajouter par rapport à ça. Voilà, donc on va refaire une courte pause musicale et on vous retrouve tout de suite avec Nicolas qui va nous parler du travail dans le sens du travail salarié. Alors effectivement, moi je vais vous parler du travail dans le sens du travail salarié, parce que voilà, comme on l'a dit, il y a différentes formes de travail et c'est assez difficile à définir exactement qu'est-ce qui est du travail ou pas. Et donc, une petite piste pour essayer de comprendre comment on définit le travail, c'est de réfléchir au rapport social au travail. Et donc, pour ça, on pourrait dire en fait qu'une tâche est considérée de façon différente en fonction du rapport social qu'il y a autour. Et donc ça, c'est une explication assez typique de Bernard Friot, qui est un sociologue qui a travaillé pas mal sur la sécurité sociale. Et ses travaux ont par la suite été un peu vulgarisés par Usul, qui est un youtubeur voilà, qui fait des chouettes vidéos. Et donc, cet exemple d'activité, ce serait par exemple tondre son jardin. Quand on le fait soi-même, a priori, on ne considère pas nécessairement que c'est du travail, quoi. Et au niveau de la société, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si on fait tondre son jardin par le service communal, en général, on considérera que c'est un coût par la société. Et si on décide d'engager une entreprise privée pour venir tondre son jardin, et ben dans ce cas-là, ce sera généralement considéré comme quelque chose qui rapporte à la société. Ce sera comptabilisé dans le PIB comme voilà, quelque chose qui crée des bénéfices, quoi. Et donc on voit qu'en fait, une même activité, concrètement, il se passe la même chose en termes de résultats, eh ben, elle est considérée complètement différemment en fonction de voilà, qui on emploie, comment on le fait. Et donc on voit que ce qui importe, c'est pas l'activité en soi, mais le rapport social, la façon dont on définit les choses influence les décisions politiques prises par la suite. Et là, on pense typiquement à l'éducation ou la santé, qui sont considérés comme des coûts dans nos sociétés actuelles. Donc voilà, effectivement, on décide que l'université, les écoles, ça coûte de l'argent à la société, et tout pareil avec la santé, alors que voilà, faire de la pub, du marketing, bah, ça c'est un bénéfice. Mais on pourrait théoriquement considérer que c'est pas ça, enfin, que ce serait différent, quoi. Ça pourrait être différent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les cotisations patronales des charges. Donc ça montre vraiment que c'est un coût et c'est ça le vocabulaire et le vocabulaire qu'on utilise, ça change toute la perspective. Et effectivement, les charges sociales, c'est en fait des cotisations qui permettent de financer tout un système de sécurité sociale. Qui lui-même crée de la valeur, puisque si on est en bonne santé, si on mange bien, si on est bien éduqué, eh bien on peut être appliqué après dans son travail et produire la valeur de Oui, même. c'est ça. On pourrait considérer que ça a de la valeur d'être enseigné et d'avoir une bonne santé, quoi. On parle même de capital humain pour parler d'éducation ou de personnes en bonne santé, c'est augmenter le capital humain. Et donc même sur ce même vocabulaire, en fait, le travail en soi est aussi perçu comme une charge par les entreprises et par la société. En fait, on considère que les employés coûtent de l'argent et pas qu'ils en rapportent. Et donc ça pareil, ça influence les logiques par la suite sur la rationalisation. On va faire des calculs, on va introduire des procédures pour rendre plus efficace, plus performant, pour pouvoir éventuellement diminuer le nombre de personnes qui travaillent en augmentant bien sûr la charge de travail par personne.
Mais donc voilà, c'est des calculs qu'on fait en se disant le travail c'est un coût, quoi. Et donc dans cette même logique, il y a des modes d'organisation du travail qui visent au surmenage. Et donc là, on pense typiquement au just-in-time et aux entreprises libérées. Le just-in-time, concrètement, c'est des chaînes de production en équipe qui se suivent, donc les unes après les autres. Tu as des petites équipes qui ont chacun leur tâche à faire, et elles sont dépendantes des équipes précédentes, et les équipes qui viennent après sont dépendantes de leur équipe. Mais donc ça responsabilise chaque équipe. Et en fait, si on ne fait pas son job correctement, ça bloque toute la chaîne de production, et les gens ne seront pas contents, ils seront je peux pas faire mon travail parce que tu n'as pas bien fait ton travail, etc. Et c'est quoi la différence avec le Taylorisme ? Et donc là, la différence essentiellement, c'est que leur liberté est plus large quand même, parce qu'ils sont en équipe, mais ils peuvent décider de comment ils gèrent, comment ils arrivent à faire ce qu'on leur demande de faire. Okay. Mais donc c'est vraiment moins procédurier, quoi. C'est moins encadré, c'est moins, ok, tu dois faire exactement cette tâche-là, ce mouvement-là pour faire ça. Donc il y a quand même un aspect de liberté plus grande, mais en fait cette liberté, elle est contrôlée, parce que en fait là, dans ce cas-là, elle est contrôlée même par le flux, en fait. Elle est contrôlée par le fait que si je fais pas mon job correctement, la chaîne s'arrête et c'est de ma faute et personne va être content. Et donc ça, c'est une façon aussi pour les managers de faire que les employés se retournent les uns contre les autres. Parce que c'est plus la faute du patron, c'est pas la chaîne qui va trop vite, c'est pas les objectifs qui sont inatteignables, c'est t'as pas bien fait ton job, ou t'as pas fait la bonne qualité, t'as pas fait la maintenance, enfin voilà, t'as été négligent, quoi. Et donc ça c'est un aspect quand même assez fondamental. Et puis les entreprises libérées, ça c'est encore assez différent, mais il y a quand même aussi des aspects qui sont communs, donc typiquement le fait de fixer des objectifs qui viennent de l'extérieur des employés, en fait. C'est les employés qui décident pas de quels objectifs ils doivent atteindre, mais par contre, ils décident comment les atteindre. Et donc, on a tous cette impression, quelque part, de se dire, OK, en fait, moi, je peux décider de ma journée de travail, je peux décider de comment je fais, je peux prendre ma pause à ce moment-là. Enfin, voilà, j'ai plein de liberté à mon travail. Et donc, si à un moment, on se rend compte qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs ou des trucs comme ça, on se dit, c'est que je fais pas bien mon travail. Voilà, il y a une responsabilisation, quoi. Et donc, c'est une forme d'auto-exploitation. Ouais, et à propos de ça, Nico, ça me fait penser à ce que disait l'historien Joan Chapoutot, qui est expert de la thématique du nazisme. Et en fait, il explique dans son livre qui s'appelle Libre d'obéir, qu'une série de hauts fonctionnaires et dirigeants nazis qui ont échappé au grand procès de l'après-guerre, eh bien, qu'ils ont fondé plein de grandes écoles de management en Europe et aux États-Unis. Et Chapoutot précise bien que ce ne sont pas les nazis qui ont inventé le management moderne, mais qu'ils ont tout de même systématisé des stratégies de gestion d'entreprise qui sont aujourd'hui dominantes dans l'organisation moderne du travail. Et donc, parmi celles-ci, on retrouve ce qu'il appelle la délégation de responsabilité, qui consiste à ce que le supérieur donne à ses employés seulement des objectifs avec une date butoir. Tu dois faire ça pour tel moment, et sans donner aucune consigne ou aucune modalité pour atteindre ces objectifs. Et donc l'employé ou le subalterne, quelle que soit la manière dont on l'appelle, accepte la tâche comme un challenge. En fait, il donne un petit peu son consentement. Et puisqu'il a carte blanche pour atteindre ses objectifs, eh bien, en cas d'échec, ce sera toujours de sa faute. Parce qu'on dira qu'il n'a pas choisi la bonne méthode, ou qu'il a choisi la bonne méthode mais qu'il l'a mal faite, ou qu'il s'y est pris trop tard. Et donc, comme il accepte la tâche et qu'il peut faire ce qu'il veut, s'il échec, c'est de sa faute, quoi. Et donc, celui qui ordonne délègue la responsabilité à son subalterne, mais en cas de réussite, il s'accaparera quand même les mérites. Mmh. Et d'ailleurs, la délégation de responsabilité, c'est une stratégie qui engendre un mode de fonctionnement du type « la fin justifie les moyens ». Et Chapoutot explique dans son livre que c'est ça qui a causé toutes des horreurs, notamment avec les camps de concentration, tout ça, pendant la guerre, où au final on demandait, les hauts dirigeants demandaient, on a besoin de autant de missiles ou de chars d'assaut pour telle date, et tu fais ce que tu veux.
Et donc, c'est d'ailleurs, entre autres, voilà, pour ça que plein de hauts dirigeants ont su échapper au procès en disant « Moi, j'ai juste donné un ordre, j'ai jamais dit qu'il fallait mettre autant de temps, autant de personnes ou de juifs en esclavage pour construire ces chars d'assaut. » Ok. Et voilà, et dans une toute autre mesure, mais tout de même, cette logique de la fin justifie les moyens, aujourd'hui justifie parfois le piétinement du droit du travail et l'exploitation des travailleurs. Et là, oui, souvent, ils piétinent leurs propres droits, en fait. C'est ça, ils sont mis dans des conditions où ils respectent eux-mêmes pas... Enfin, ils se mettent dans des conditions qu'ils n'auraient pas acceptées, qu'on leur impose de façon plus stricte, quoi. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans l'analyse de Chapoutot, c'est que le régime nazi a une image très totalitaire et cadrée, et du coup, il y a une forme de contradiction de se dire « Ah, ben, ils sont comme ça, mais quand même, ils considèrent que c'est intéressant de laisser de la liberté au sein de l'entreprise, en mettant des objectifs. » Donc voilà, ça crée une forme de contraste, quoi. Ouais, moi, ça me fait même penser, bon, pas de lien par rapport à l'histoire, mais dans notre société peut-être un peu plus moderne, de vraiment ce dépassement d'heures que les personnes peuvent avoir justement pour remplir ces objectifs. Donc, une fois leur journée de travail normalement terminée, elles rentrent chez elles et elles continuent de travailler en fait. Soit pour préparer la journée du lendemain, soit justement pour terminer ces objectifs qui n'ont pas été terminés pendant la journée. On vient du coup, moi pour l'avoir vécu un petit peu avec mes parents par exemple, vraiment cette pénétration de la vie professionnelle dans la vie privée qui peut mener à des conflits familiaux, conjugaux, qui sont, je pense, très... ça arrive tout le temps, quoi. Oui, il y a une sorte de création d'un flou volontaire entre, voilà, en fait, c'est plus tu travailles de 8 à 16 ou le 9 to 5, mais tu travailles quand tu veux. Ouais. Et en fait, tu travailles quand tu veux, tu finis par travailler plus que ce que tu aurais fait de base, quoi. C'est ça. Et même là, j'ai l'impression qu'on peut faire le lien avec le travail gratuit, dans le sens où moi, j'ai pu voir mon père préparer, qui était tout à fait salarié, préparer ses journées du lendemain, mais la préparation était presque aussi importante que l'exécution dans sa journée de travail. Et pour ça, il n'était pas du tout payé. Enfin, c'était pas du tout pris en compte. C'était lui, bon, après, voilà, tout à fait individuellement, se mettait une pression par rapport à ça pour justement atteindre les objectifs qui étaient demandés. Et alors se mettait à travailler énormément en dehors, normalement, de ses heures de travail, quoi. Et que c'est d'autant plus difficile de marquer une rupture entre la vie privée et la vie professionnelle quand tout est digitalisé et qu'en fait, sur ton ordinateur où tu regardes un film ou alors sur ton téléphone où il y a en même temps ta vie privée, personnelle, tes amis, voilà, et bien que tu reçois aussi des mails à 1h du mat, tout ça, et donc ton bureau en fait te suit avec toi toute la journée. C'est ça. Et donc tout ça, c'est des choses qui ont une influence sur la santé mentale et la santé au travail. Et d'autres aspects qui peuvent jouer là-dedans, c'est aussi les instructions contradictoires qu'ont les employés. Par exemple, en termes de respect de normes, de santé ou environnementales, qui sont en contradiction en fait avec les objectifs de productivité. Et donc là, j'ai deux exemples, ceux des ascenseurs, donc les ascensoristes, ceux qui réparent les ascenseurs, et les personnes qui travaillent dans les abattoirs, mais il y en a bien d'autres. Mais donc en fait, ce qui se passe, c'est que les ascensoristes sont fortement incités à négliger les normes de sécurité pour réparer assez d'ascenseurs dans un temps délimité. Et donc voilà, typiquement dans leurs instructions, on leur dit qu'il faudrait arrêter tous les ascenseurs qui sont juste à côté de l'ascenseur qu'on répare, mais dans les faits, ils ne le font pas parce que ça baisse leur productivité, que les collègues ne le font pas, et que s'ils ne le font pas, l'employeur ne sera pas content, mais le client non plus. Et par contre, ce qui se passe, c'est que si il se passe quelque chose, si l'ascensoriste blesse ou quoi, eh ben, c'est de sa faute parce qu'il y a des normes, il y a des règles, et donc on va dire pourquoi tu n'as pas arrêté l'ascenseur. Même chose pour les gens qui travaillent chez Ryanair avec des cadences où ils doivent checker autant de boulons oui, dans la qualité, voilà, ou chez les bagagistes ou quoi, qui en fait ont des objectifs de faire autant de tâches en un temps limité. Et s'ils font tout ce qu'ils doivent faire bien, eh bien ils sont les plus lents et on leur dit et ils sont pénalisés pour ça en fait. Oui.
Et pour revenir sur l'exemple des abattoirs, alors ça me vient de Anne-Laure Maty, qui était une assistante à l'ULB, qui a fait sa thèse sur les abattoirs. Et en fait, elle s'est intéressée à la contradiction qu'il y a entre les normes de respect de bien-être animal et le fait de travailler dans un abattoir, de devoir atteindre certains objectifs. Parce que donc voilà, l'Europe ou la Belgique, je ne sais plus exactement, fixe des normes de bien-être animal, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais les employés, pour réussir à atteindre les objectifs, sont obligés de les enfreindre. Mais ce qui se passe, c'est que si on met en avant le fait que ces normes ne sont pas respectées, ça devient de la faute des employés, en fait, parce qu'il y a ces normes qui existent. Et donc ça permet en fait de déléguer la responsabilité. Enfin, il y a tout un ensemble de normes qui permettent de déléguer à la responsabilité de l'entreprise sur les employés, quoi. Et par rapport à cette délégation de responsabilité, on pourra aussi penser à tout ce qui est sous-traitance, quoi. Donc toutes les entreprises qui embauchent d'autres entreprises pour exécuter des tâches. Typiquement dans tout ce qui est vêtements ou quoi, c'est pas H&M qui produit ses vêtements ou Zara qui produit ses vêtements, mais ils ont plein de sous-traitants qui vont produire les vêtements dans des conditions dont on ne sait pas trop exactement quelles elles sont, et qui permettent en fait si jamais il se passe quelque chose dans ces entreprises-là qui produisent concrètement, c'est pas de la faute de l'entreprise principale, quoi. C'est ça leur permet de dire on ne savait pas, c'est pas de notre faute, on contrôle pas ce qui se passe chez les autres. Ouais. Et parfois ces chaînes s'enchaînent de sous-traitance qui peuvent aller à plusieurs degrés, quoi. Donc, c'est le Rana Plaza, je pense. Oui, c'est ça. C'était en 2016, un bâtiment qui s'est effondré au Bangladesh. Il y avait, je pense, Primark. Il y avait Primark, Mango, Zara, aussi, H&M, je pense. Ouais. Plein de grandes marques, et ils ont tous dit mais on savait même pas que c'était là et c'est ça, que ça existait. Ils disent qu'ils ne sont pas vus là-dedans parce que c'est pas leur entreprise, quoi. Oui, et ça passe parce que c'est facile, quoi. Qu'on les croit ou pas, on s'en fout. Alors que cet accident a fait des centaines de mortes. Ouais, de mortes. Oui. Donc vraiment, c'est avec ce genre d'exemple qu'on voit qu'il y a vraiment, de matière générale, il y a un tabou sur l'influence du travail sur la santé mentale et physique. Et donc voilà, quand on parle du travail, en sociologie c'est assez courant, mais dans les médias ou quand les politiciens en parlent, c'est rare de parler du travail dans l'influence que ça a sur la santé mentale et physique. Typiquement, tout ce qui concerne les burn-out et les dépressions, etc. Généralement, on va considérer que c'est la faute des individus, en fait. Que ils n'ont pas les épaules assez larges, ils ne sont pas assez forts, on les a trop chouchoutés dans leur enfance, etc. Mais on ne pose pas les questions de la dégradation, en fait, des conditions de travail et de la pression qui est mise sur les gens qui les amènent, en fait, à se sentir mal, quoi. Ouais. C'était 2013, le Rana Plaza. Je ne sais pas quelle importance ça a de le mettre là. Mais parce que tu avais dit 2016. Ah oui, c'est ça. Bon. On met le 2013 oui, Sarah, dans ta bouche. C'est ça. Non, on peut carrément couper ce truc-là parce que c'est pas si important. Je sais pas, moi je trouvais ça bien. Si, moi je trouve aussi oui, ça faisait un bon lien en fait pour parler après de la santé. Pour dire que c'est pas que des discours en l'air qu'on dit, mais que ça tue des gens en fait. Oui, donc vraiment la santé au travail, il y a des gens qui meurent au travail, quoi. Donc il y a des dangers qui sont aussi associés au travail dont on a tendance à pas trop parler. Et même en Belgique et en Europe en général, on ne produit pas beaucoup de données sur les accidents de travail, ou bien elles sont diluées parce que c'est pas rapporté, ou des trucs comme ça. Il y a plein de mécanismes qui sont mis en place pour vraiment essayer d'atténuer tout ça. Et voilà. Et puis je dirais que c'est même pas forcément les accidents de travail, mais c'est même les conséquences au niveau de la santé. Qui sont beaucoup plus difficiles à voir, les cancers, les trucs comme ça, tous les agriculteurs qui ont été... exposés à des pesticides. Il y a les coiffeuses aussi. Ouais, des coiffeuses, plein de métiers qui sont hyper courants et communs, mais où il y a des gens qui se battent après avoir été malades, développé un cancer, tout ça, contre certaines entreprises ou quoi, de pesticides, de produits chimiques, mais ils ne gagnent pas et c'est totalement invisibilisé parce que... oui, il y a des rapports de force, des enjeux économiques... de se dire, si on doit vraiment respecter la santé, ça va faire perdre les bénéfices. Donc voilà, si on doit vraiment respecter les normes, ça ne nous arrange pas nécessairement, quoi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un truc là-dessus, mais c'est sûr que sur la santé au travail, il y a plein de choses à dire encore, et que c'est un aspect qui est probablement pas assez mis en avant. Donc je suis content qu'on ait pu en parler un petit peu. Et pour finir, je voudrais refaire un petit lien avec l'introduction du podcast, dans laquelle on entend un petit extrait de Loïc Wacan qui vient du film Attention, danger, travail
dans lequel il dit que, de façon contemporaine, il y a un discours de sacralisation du travail pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Et donc ça revient un peu à la question de la valeur travail et du travail qui est valorisé en tant que tel, sans faire référence à qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi. Est-ce que le travail a vraiment du sens, celui qu'on fait, et juste on le valorise parce que voilà, c'est du travail, donc ça a une valeur. Et c'est typiquement aussi la question avec quand on parle de plein emploi ou quoi. Si on veut faire le plein emploi, on peut faire le plein emploi, mais est-ce qu'on veut du plein emploi ou est-ce qu'on veut du travail qui a du sens? Et parce que voilà, on pourrait payer les gens à rien faire ou à creuser des trous et à les reboucher ou voilà, Bullshit jobs. c'est ça. Enfin, on peut donner des emplois qui n'ont aucun sens aux gens ou des emplois à mi-temps ou enfin voilà. Donc c'est quand même aussi une question qui est souvent occultée quand on parle du taux d'emploi ou du taux de chômage. C'est de se dire ok, on a autant de gens qui travaillent, mais ils travaillent à faire quoi? Donc voilà, je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. Et j'essaierai peut-être caser un deuxième extrait de Loïc Wacan dans lequel il parle des emplois placards et des jobs bidons, des stages bidons et des emplois placards. Okay. Parce que voilà, il y a des petits enchaînements de phrases que je trouve assez marrants. Comment voulez-vous que des jeunes qui ont des emplois placards et des stages bidons, ils acceptent de rentrer dedans si on ne leur dit pas que le travail c'est formidable? Il faut d'autant plus accentuer il faut d'autant plus revaloriser symboliquement et moralement le travail qu'il paie d'autant moins économiquement. Mais pour finir le podcast, je trouve que ce serait peut-être cool qu'on partage quelques recommandations de livres, de vidéos qu'on a vues ou lues ou entendues, si ça vous dit. Alors moi j'ai noté 2-3 trucs. Donc ça c'est une vidéo qu'on est plusieurs à avoir vue. C'est celle de Nicolas Framont et Denis Colombi qui est sortie sur Blast il y a quelques semaines et qui revient pas mal sur justement les conditions de travail, la dégradation des conditions de travail et tout ce qui est santé, normes, etc. Donc ça fait un bon lien avec ma partie du texte. Et puis il y a aussi une vidéo Blast de Maudit et Politique dans leur émission qui s'appelle Contraste et qui parle des conditions de travail. Alors c'était la dernière et je n'ai pas le nom, donc je suis désolé pour ça. Et pour finir... Juste Blast en général. Voilà, Blast en général, c'est vraiment pas mal. Et puis, moi j'avais noté aussi le podcast 0, qui est un podcast sur Spotify qui parle que du travail, mais sur plein d'aspects différents. Je sais pas combien d'épisodes il y a, mais ils n'ont toujours pas épuisé le truc. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper intéressant si vous voulez voir un petit peu plus de sociologie du travail. Je pense qu'il y a aussi des psychologues qui interviennent. Enfin voilà, il n'y a pas que de la sociologie là-dedans. Donc voilà. Moi, j'aimerais aussi recommander un film de François Ruffin, donc le politicien français de LFI, c'est ça? Il est encore chez LFI? Il était chez LFI. Il était chez LFI. C'est un film qui s'appelle Au boulot, qui est une histoire un petit peu marrante. C'est suite à une interview d'une avocate parisienne qui s'appelle Sarah Saldman, qui critiquait ce pays d'assistés et de feignasses en parlant des Français et trouvait que le SMIC, donc le revenu minimum, était en fait déjà trop élevé. Et donc François Ruffin lui a proposé de vivre pendant une semaine comme les gens qu'elle a critiqués. Et donc elle a fait une série de petits boulots, comme on dit, où elle a été dans le nettoyage, je crois. Elle a été maraîchère pour vendre des poissons, tout ça, pendant une semaine ou quoi. Et elle était dans un état assez impressionnant. Donc, elle avait un petit peu changé d'avis légèrement. C'est ça. Ça reste une personne particulièrement désagréable, mais mais voilà, au moins elle a été confrontée au jeu. Oui, au moins elle a été confrontée voilà. au truc. Elle se rendait un peu plus compte. Donc voilà. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut encore partager des sources. Ouais, moi j'avais un bouquin pour changer un peu du format audio, vidéo, de François Dubay, qui est sociologue français et ex-directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, donc on est en plein dedans, qui a sorti un livre qui se nomme « Injustice » au pluriel, l'expérience des inégalités au travail. Et alors là, c'est beaucoup plus axé donc, sur tout ce qui est méritocratie et les inégalités, injustices qu'on peut subir au travail.
Donc un peu plus en interne, mais Intéressant aussi. très intéressant aussi du coup. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour conclure cet épisode, j'espère que tous nos apports un peu théoriques, nos expériences personnelles et tout ça ont permis à ouvrir un petit peu un champ de connaissances que vous ne connaissez pas tellement et que ça a permis de faire se soulever certaines questions en vous. Bien sûr, on n'a pas forcément de réponse, on n'a pas forcément redéfini le travail, on n'a pas expliqué comment on peut se le réapproprier ou quoi que ce soit, mais c'est un peu à vous de vous poser des questions et c'est un peu le but de ce podcast, je pense, d'amener un sujet qui paraît assez commun et de finalement le faire s'élever dans quelque chose qui est un petit peu moins, un peu plus hors de nous, quoi. Oui, c'est ça, amener des petites pistes de réflexion. Oui, c'est ça. Prendre du recul et décortiquer ce à quoi on est confronté tous les jours. Ouais, et rendre problématique Ouais. des évidences aussi. Oui, oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup pour votre écoute, cette fois-ci et la fois passée. Et surtout, merci beaucoup à Radio Campus qui nous prête ses locaux et nous prête sa fréquence pour passer notre podcast pour qu'il puisse être entendu par toutes et tous. Et oui, ça nous fait très plaisir de faire ça. Oui, on y prend beaucoup de joie, on apprend des choses, on espère vous apprendre des choses à vous aussi, en tout cas ouvrir la réflexion, comme l'a dit Lily. Ce podcast, il vous a été présenté par le CESA, donc le Cercle des étudiants en sociologie et en anthropologie de l'ULB. Donc avec le cercle, eh bien, on organise souvent des rencontres déjà entre étudiants lors d'apéros, mais aussi avec des chercheurs, des profs, des assistants. On assiste à des conférences. On projette parfois des films ou des documentaires qui tournent autour des sciences sociales. Et là, donc on a lancé depuis peu l'émission radio podcast. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur cesa.ulb. Et vous êtes toujours les bienvenus pour aller nous voir sur l'ULB. Super. Peu importe votre champ d'études. C'est vrai aussi, on est ouvert à tout le monde. C'est important de le rappeler. D'ailleurs, pour notre prochain épisode, 3e épisode du CESA l'écoute, on vous proposera un petit podcast en collaboration avec le Cercle de philosophie. On doit encore définir le sujet, mais voilà, ça va être quelque chose de très chouette. Ça va être incroyable. On compte sur vous pour nous suivre dans cette aventure. Merci. Super, merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Au Gros revoir, bisous. Au revoir. Ouais. Oui, c'est tellement... aux oreilles. Ah, mais moi, Les oreilles je qui transpire tellement à chaque fois. C'est pour ça la petite vidéo de Margot qui était là. Ah, c'est génial, ces trucs. En fait, c'est Nico, tellement Oui. Alice qui demande. Allô? Oui, c'est ça. Imagine, genre, ça marche pas.